On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on souligne les 40 ans de la maison INA, cette maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. On a aussi fait une petite mise à jour de l'image corporative. On va vous parler du tournoi de golf, du financement. Bref, restez là. Tout d'abord, on vous parle de politique municipale. Notre première entrevue avec une conseillère, Mélanie Dufresne, du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. On parle des enjeux, on parle des travaux, on parle également d'itinérance. Comme on le fait à chaque année, on amorce une tournée d'entrevues avec les conseillers et conseillères de la ville de Saint-Jean. Question de voir où en sont les enjeux de quartier. Bon, évidemment, l'an passé, c'était un peu particulier. On était en élection, donc c'était pas le moment de faire ça. Là, on est un an après. Le temps passe extrêmement vite. Elle est conseillère dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, depuis quand même quelques années déjà. Elle a un statut de conseillère senior. C'est Mélanie Dufresne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que c'est un bon terme, ça? Senior? Ben oui, on pourrait dire ça. Depuis quoi, 2013? Oui, 2013. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Vieux-Saint-Jean en 10 ans? En 10 ans, il y a eu beaucoup de travaux. Il y a encore beaucoup de travaux de prévus. Je pense qu'on l'embellit. Je pense qu'on l'a dynamisé depuis 2013 avec les événements du 350e de la ville de Saint-Jean. Ça a resté. Avec la COVID aussi, je pense que les citoyens ont participé aussi à l'effervescence du centre-ville et la ville a emboîté le pas avec tout ce qu'on voit aujourd'hui là, au niveau du décor puis au niveau de l'achalandage du centre-ville. Bon, vous avez dit un mot, le mot « travaux ». Oui. Je dirais deux choses. De toute beauté, mais en même temps interminable. Interminable, c'est vrai. Bon, puis on l'a vu avec les travaux de l'entrée nord, les travaux de l'entrée sud. Là, il y a eu récemment, il y a eu le pont, puis là, les travaux de la rue Richelieu. Puis c'est toujours drôle parce qu'on sent que les gens vivent deux émotions. Quand on est dedans, puis surtout les commerçants, oui. J'ai de la peine pour eux. Oui. Mais quand les travaux se terminent, ils font comme, ouais, finalement, ça valait la peine d'attendre parce que c'est de toute beauté. Oui. Qu'est-ce qu'on répond à ces commerçants-là? Puis souvent, moi-même, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on doit aider des commerçants quand il y a des travaux? Bien, je pense et comment on les aide? Bien, en fait, moi, je pense que oui, on doit les aider. Puis je pense que la Ville a fait des efforts au niveau du marketing aussi. Ils ont déboursé des budgets pour aider les entreprises à se mettre en valeur. Maintenant, c'est sûr que des travaux, c'est comme quand on fait des travaux dans notre maison chez nous. La Ville, c'est la même chose. C'est notre chez nous. On doit faire des travaux. C'est long parce que tu as toutes sortes de services publics comme Bell, comme Hydro-Québec, comme le gaz, qu'on doit travailler avec ces gens-là aussi. C'est des services publics aussi, qu'eux autres aussi ont leur agenda, ont leur calendrier de travail. Donc, c'est sûr que des fois, ça semble tellement interminable, les travaux, mais ça fait partie de la vie. Bon, là, des travaux, il y en a encore, mais dans l'autre section qui est, disons, dans la section de l'ancien Samuel. Ça, c'est en cours. Oui. On parlait tantôt des fameux poteaux, parce que aussi, ce qui venait avec ces travaux dans le centre-ville, c'était l'enfouissement des fils. C'est ça. Alors là, les travaux sont pas mal finis dans la section Saint-Jacques-Saint-Charles, mais les poteaux sont encore là. Oui. À quel moment ils vont disparaître? À la toute fin. Donc, c'est vraiment le dernier des travaux au mois de décembre. Puis si c'est pas au mois de décembre... Année, là. Oui, c'est ce que je me suis fait dire. Mais souvent, j'ai appris que quand je m'engage à quelque chose ou quand je dis que ça va se faire fin décembre, qu'ils vont enlever les travaux, c'est peut-être au mois de décembre, mais c'est peut-être aussi au printemps prochain, dépendamment de la température. Donc, je veux pas m'avancer, mais tout est plugué à l'intérieur. Donc, dans le sous-sol de la ville, tout est branché. Ça va se faire vraiment à la fin. Les travaux pour la section qui est derrière nous... Oui. C'est pas l'été prochain, c'est l'autre d'après. Oui, en 2024. 2024. Oui. Ça va être le même topo que là-bas, là. Probablement, oui. Bon, autre question, puis c'est même la mairesse elle-même qui l'a un peu évoqué à sa dernière présence ici. On le sait, quand il y a des travaux, montent à la surface, évidemment, des enjeux de circulation, de congestion sur le pont. Oui. Puis là, évidemment, durant les travaux, bien, ceux qui arrivent d'Iberville ne pouvaient pas tourner à droite, évidemment, parce que c'était fermé. Mais à l'opposé, moi, quand j'arrive d'Iberville puis que je veux aller vers le sud, il faut que je monte jusqu'à Jacques-Cartier. Oui. Pour finalement revenir ici. Pour venir faire le tour, oui. Puis là, je ne suis pas un expert en circulation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un clignotant à la lumière verte en sortant du pont pour permettre qu'il y ait certains véhicules quand même qui puissent tourner à gauche? On le fait. On a, à maintes fois, il y a eu des plaintes, on s'est plaint.
ce qui arrive, c'est que c'est un enjeu de circulation de l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui sont sur la rue Saint-Jacques qui veulent embarquer sur le pont. C'est là que ça devient dangereux, puis c'est là que ça devient une autre problématique de trafic de ce côté-là. C'est ce qu'on s'est fait répondre. Je suis revenue à la charge 4-5 fois pour pouvoir régler cette problématique-là. Il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, puis ça nous prend le tampon de l'ingénieur aussi qui dit que ça se fait. Ils le font pas. Ils veulent pas le faire. Donc, sur quelle couture le regarder, on l'a retourné de tous les côtés, on a donné des explications aux gens. Maintenant, on s'est fait dire un non catégorique. Puis, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas l'expert de la circulation, nous non plus, nous ne le sommes pas, mais c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Il y a eu un autre enjeu qui a été évoqué à certains moments, c'est les 3 sens uniques consécutifs entre la Trinquette et l'ancienne gare du CP. Oui. Ça, est-ce que ça va changer un jour? Oui, c'est quelque chose qu'on veut travailler dessus, mais dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est de changer, puis c'est d'investir de l'argent au niveau des traverses piétonnes, puis des barres qui tombent. Ouais. Donc, ils sont inversés. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'en faire l'acquisition pour renverser la donne. C'est plus complexe là, que comment que je l'explique, là, mais il va falloir changer ça avant de pouvoir remettre le sens unique de l'autre côté. Qu'en est-il des projets immobiliers dans le centre-ville? Parce qu'on le voit ici, là, entre la marina, le Nautique et la rue Saint-Georges, là, il y a comme la phase 2. Oui. Des condos qui sont là face à l'ancien Canada français. Oui. Là, il y a l'ancienne Légion canadienne où il va y avoir un projet? Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Avec les rénovations qu'on a faites, on a suscité de l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir au centre-ville. Il y a beaucoup de projets sur la table, puis j'ai bien hâte de pouvoir annoncer des grands projets qui vont être rentables au niveau touristique aussi pour la ville. Mais ça, je dois me le garder encore un peu, mais on a de très beaux projets sur la table, des gens qui veulent investir. Puis ça, c'est pas juste un projet, c'est plusieurs projets. Mais l'idée, c'est de repeupler le centre-ville? Bien, l'idée, c'est il faut amener une clientèle qui va consommer à l'année dans nos commerces du centre-ville. Ça, je pense que c'est important. Puis, on a déjà, avec les condos qu'on voit sur le bord de l'eau, on a déjà une clientèle qui est capable de se payer des restaurants, qui est capable de sortir puis de venir consommer dans nos commerces de proximité ici. Donc, ça nous en prend, dans notre redéveloppement, ça nous prend une partie de cette clientèle-là qui habite le centre-ville. Puis on attire des gens aussi de Brossard, on attire des gens de Montréal. Mais d'un autre côté aussi, ça nous prend aussi du logement social pour être capable de mieux loger les résidents qui habitent au centre-ville dans des endroits qui sont plus salubres. Bon, logement abordable, on le sait, il y avait eu des projets de déposer au printemps. Tout le monde était un peu surpris de la réponse. On a parlé avec la mairesse récemment, mais moi-même, j'ai encore de la difficulté aujourd'hui à m'expliquer comment on a pu... Je comprends que ce n'est pas la Ville directement qui le fait, c'est un organisme autre, mais en même temps, au final, nos demandes ont été rejetées car elles étaient incomplètes. Oui. Vous avez dû lever ça d'eau quand c'est arrivé, ça? Bien oui, mais en même temps, on venait d'être réélus, on venait de sortir d'une campagne électorale. Ça s'est fait assez rapidement, mais je pense qu'on n'a pas, on n'a pas lâché la serviette. On a encore d'autres projets, puis souvent des projets qui sont mieux rattachés avec un organisme puis une entreprise publique-privée, par exemple. Je pense qu'on a encore l'occasion puis la chance de déposer des projets de Quels sont les terrains appartenant à la Ville qui sont susceptibles d'accueillir du logement abordable? La Hart Battery? Oui, entre autres. Il y a aussi un terrain sur la rue Saint-Pierre. On a un terrain sur la rue Towner aussi. Puis, on a aussi le terrain, le stationnement sur la rue Mercier, l'ancien centre d'action bénévole de Saint-Jean aussi. OK. Fait qu'il y a plusieurs projets sur la table, puis on regarde actuellement qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Bon. Quels sont les enjeux du côté du vieux Iberville? On en parle parfois un peu moins, mais dans le vieux Iberville, pour vous, c'est quoi les enjeux? En fait, les enjeux sont des deux côtés de la rivière actuellement. On a les infrastructures les plus vieillissantes de la ville. Si on veut densifier, si on veut redévelopper, il va falloir absolument qu'on s'occupe de notre sous-sol avant tout, c'est-à-dire de diviser les égouts pluviales et sanitaires pour être capable de prendre la densification. Avec les changements climatiques
qu'aujourd'hui, bien, c'est dans des endroits très densifiés comme le centre-ville qu'on le ressent. Les gens ont de l'eau dans leur sous-sol. Pourquoi? Parce que les pluies diluviennes qui tombent, ils arrivent à une quantité d'eau dans un très peu de temps qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de tout absorber cette eau-là rapidement. Alors, c'est sûr que si on veut densifier, si on veut redévelopper, on va vraiment être obligé aussi de refaire nos infrastructures. Donc, pour moi, à Iberville, c'est important. C'est ma priorité. Ça l'a toujours été. D'ailleurs, on a fait le gros projet 7e, 8e. Ouais. On continue du côté de Louis H. Lafontaine, puis en haut, sur la 7e. Puis on commence aussi, on va débuter en 2025, Maria Boivin, puis on va monter sur la 4e avenue pour être capable d'aller desservir les gens, 3e rue, 4e rue, qui subissent toutes le même phénomène d'eau dans leur sous-sol. Bon. La rue Frontenac, c'est une rue qui est mitoyenne entre le district 1 et 5. Oui. Exact. Oui. Plusieurs se sont questionnés à savoir pourquoi la rue Frontenac a été fermée aussi longtemps entre Mercier et Laurier. Oui. C'est une chambre qui recouvre les conduites de gaz puis d'eau à l'intérieur. Donc, cette chambre-là, elle s'en allait s'effondrer. Alors, on ne voulait plus avoir de circulation dessus jusqu'à temps qu'on arrange la problématique. On a voulu commander des feuilles d'acier pour être capable de le recouvrir puis de le solidifier. Par contre, avec l'échéancier puis les back orders, comme on dit, on ne les a pas eu à temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait un coffrage bétonné pour être capable là, de solidifier la chose. Donc, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Bon. Quels sont les autres enjeux dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées sur lesquelles l'itinérance, c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'interpelle, qui interpelle beaucoup les résidents du secteur. Les gens se sentent un peu trouve difficile d'aller se promener dans le parc quand il y a des gens qui font du camping dans les différents parcs. Donc ça, c'est un enjeu qui est pas facile à gérer, mais c'est quelque chose que les organismes communautaires, entre autres, prennent au sérieux, puis notre service de police. Donc, on travaille fort avec ces organismes-là pour être capable de trouver des solutions. Donc, j'ose espérer qu'on puisse atténuer un peu le phénomène. C'est comme une espèce de patate chaude, parce qu'en même temps, le problème, il est là, il existe, puis la police aussi jongle avec ça, puis les organismes jonglent avec ça, puis les politiciens localement aussi, mais... C'est comme la responsabilité puis de personne puis de tout le monde en même temps. Absolument, mais je veux dire, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Moi, je veux dire, le nombre de téléphones que je reçois dans une semaine ou dans un mois concernant ce phénomène-là, je pense qu'il faut l'adresser, il faut en parler, il faut sensibiliser les gens aussi. Parce qu'en même temps, puis on le voit, évidemment, il y en a plus sur la rue Champlain, place du marché. Il y avait le centre de jour qui était là. Là, le centre de jour va être relocalisé. Bon, où? Donc, il va y avoir un endroit sur la rue Boutier. Donc, l'endroit va être clôturé. On va mettre tout en notre pouvoir pour être capable de rendre ça moins, comment je pourrais dire, moins confrontant pour les résidents qui habitent le secteur. Parce que, veux pas, les gens qui habitent, c'est confrontant pour eux. C'est quelque chose qui est très... c'est sensible, mais du même coup, personne ne veut ça dans sa cour aussi. Donc là, ils sont au centre-ville, il faut le gérer. Mais comment le gérer? Je pense qu'on a tous les outils pour être capable de bien le gérer. Bon, dernière question, mais qui est plus une question grande ville. Probablement l'un ou le plus gros des enjeux actuellement, c'est l'avenir des golfs, puis des terrains, puis entre autres à Saint-Luc. Je comprends que vous avez un vote sur 13, là. Mais vous, là, vous vous positionnez où là-dedans? Est-ce qu'on doit préserver le golf ou pas le golf? Est-ce qu'on doit se négocier un parc nature? Est-ce qu'on doit en tirer des revenus? Est-ce qu'on doit permettre le développement ou pas? Vous le voyez comment, cet enjeu-là? Bien, moi, je pense que nos espaces verts, c'est important pour toute la communauté, c'est important pour toute la ville. Moi, je pense que ça peut être aussi générateur d'argent extérieur, entre autres pour le tourisme. Faut bien faire les choses. C'est sûr qu'on ne pourra pas demain matin dire qu'on achète tout au prix coûtant aujourd'hui, sans avoir des outils qui pourraient nous permettre d'avoir des meilleurs prix, sans être capable de négocier aussi avec les différents propriétaires de ces... Il faut trouver des solutions, il faut trouver l'équilibre. Moi, je pense que mes résidents du Vieux-Saint-Jean, du Vieux-Iberville sont prêts à faire leur part, mais de là à augmenter un compte de taxes de façon substantielle pour s'acquérir les restants d'espaces verts qui restent, moi, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions que d'aller piger dans la poche des résidents. Donc, il faut trouver l'équilibre. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express pour la première automnale. L'informateur joannais William Julien et sa Macédoine automnale. Ouais, c'est vrai, un petit doudou, puis on va écouter ça. Un petit braisé. Ne manquez pas ça. Oh, c'est bien dit. Ouais. La Maison INA célèbre ses 40 ans. Qu'est-ce que c'est, la Maison INA? C'est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. On en a profité aussi pour mettre à jour l'image corporative, le site Internet, les outils de communication. Bref, on a parlé du résultat tout récent aussi du tournoi de golf qui a eu cours durant l'été. Bref, on en discute avec Nathalie Villeneuve. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Déjà 40 ans? Déjà 40 ans. Vous n'étiez pas là au début? Non. Mais j'y suis arrivée pas tellement longtemps Pas tellement après. longtemps. Non, ça fait quand même 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis là, donc oui. J'ai manqué les premières années. En quoi? Qu'est-ce qu'on sait de la fondation même de l'organisme il y a 40 ans? En fait, ce qu'on sait, ça nous a permis justement de retourner voir dans nos vieux papiers, c'est que ce sont 5 femmes de la communauté qui ont décidé de mettre leurs efforts ensemble pour créer la corporation de Le Coudel à ce moment-là, parce qu'on se rappelle que c'est en 82, quand la maison a ouvert, c'était la maison Le Coudel. Donc, ce sont 5 femmes de la communauté, bénévolement, qui ont travaillé super fort, qui ont trouvé, dans le fond, des gens généreux dans la population, puis qui ont pu démarrer pour, dans le fond, le tout début en février 82. Bon, quand on regarde aujourd'hui, en 2022, j'ai moi-même fait beaucoup de reportages il y a une quinzaine d'années pour la télé. Il y en a une à Châteauguay, il y en a à Longueuil. Oui. Bref, puis je peux imaginer qu'il doit en avoir pas mal partout sur les territoires du Québec, des maisons Oui, il y a quand d'hébergement même 110 maisons pour les femmes. C'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a des femmes, il y a des maisons pour femmes en difficulté, plus en itinérance, mais quand même 110 ressources. Mais dans les années 80, est-ce que la maison Le Coudel était dans les premières du Québec? Est-ce qu'il y en avait beaucoup dans ces années-là? Il y a beaucoup de maisons qui fêtent leur 40e anniversaire cette année. C'est quand même surprenant. Je vous dirais que dans les dernières années, il y a très peu de nouvelles maisons. Donc, moi, je dirais que la majorité des maisons d'hébergement ont poussé dans les années 80. Ont poussé dans les années 80, probablement fin 80 aussi, là, mais beaucoup de maisons ont entre 30 ans et 40 ans. Là. Question plate. Mais dans les années 60-70, les femmes, ils faisaient quoi? Bien, moi, je pense qu'il n'y avait pas de maison. Bien, il n'y avait pas de maison, puis je pense qu'on ne reconnaissait pas la violence conjugale à ce moment-là. Je pense que les femmes subissaient, puis on se mariait pour le meilleur et pour le pire, puis ça, c'était le pire. Puis je pense qu'à travers ça, il y avait assurément quelques femmes qui finissaient par s'en sortir en allant vivre dans leur famille, mais je crois que beaucoup de femmes gardaient ça sous silence et que souffraient toute leur vie d'être avec un conjoint violent. On ne reconnaissait pas la violence. C'est dans les années 70, fin des années 70, qu'on a commencé à se pencher puis à reconnaître la violence conjugale. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que l'existence même de ces maisons-là ont sauvé des vies? Assurément. Assurément. Mais oui, parce que c'est de donner une option sécuritaire aux femmes, de pouvoir choisir autre chose que de vivre avec un conjoint qui est violent. Puis c'est de reconnaître que c'est inacceptable. On vient de le dire là, dans les années 50, 60, même dans les débuts des années 70, c'était comme, mais c'était ça. Tu n'étais juste pas chanceuse parce que toi, tu étais tombée sur un conjoint violent. On reconnaissait pas. On reconnaissait pas ça. Donc, moi, je pense que oui, ça a sauvé des vies, puis ça a permis aux femmes de se sortir de ce cercle-là. Là. On ne peut pas toutes les sauver. Non. Mais on peut en sauver. Mais on peut en sauver. Je regardais encore récemment l'épisode de Brossard le week-end dernier avec l'incendie qui, dans le fond, a maquillé un triple meurtre. On verra évidemment les détails au procès, mais encore là, bon, voilà malheureusement un exemple de quelqu'un qu'on n'a pas pu sauver avec ses enfants. Oui. Mais la moyenne fait qu'au final, on en sauve. Oui. Oui. C'est sûr que c'est difficile d'évaluer combien de femmes ont été sauvées parce que quand tu as pu éviter le pire, bien, tu ne sais pas jusqu'où ça serait allé, mais oui, on fait juste penser à la maison INA. On héberge en moyenne 100 femmes par année. Donc, si on calcule ça, il y a des femmes là, qui nous font des témoignages et qui nous disent « Vous avez sauvé ma vie. »
puis des événements comme comme il est arrivé ce week-end, bien, nous, on a des appels, des femmes qui nous disent, c'est mon conjoint, il me dit, bien, tu sais, il va t'arriver la même affaire si tu t'en vas. Ou, tu sais, les conjoints vont beaucoup utiliser cette menace-là de, bien, tu sais, je vais t'enlever tes enfants, puis toi aussi, tu vas y passer. Mais ce qu'on dit aux femmes, c'est comme, bien, appelez, venez en maison d'hébergement, c'est un lieu sécuritaire, on va vous aider afin que ce genre de choses-là n'arrive pas. Là. C'est quoi les principaux faits saillants des 40 ans de la maison, bien, le Coudel qu'on appelle Maison Ina aujourd'hui? Oui. Écoutez, bien évidemment que malheureusement, on le sait, en 99, il y a un conjoint qui a tué sa femme à l'intérieur de nos murs. Donc, c'est sûr que ça, c'est un fait saillant, marquant, qui a changé la vie de notre maison, la vie des femmes, mais la vie aussi de plein de maisons d'hébergement. Parce qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement a investi de l'argent afin que les maisons soient plus sécuritaires, qu'on ait des systèmes beaucoup plus avancés, puis qui nous permettaient de mieux sécuriser nos maisons, mais de faire en sorte aussi que les femmes soient dans un lieu sécuritaire. Puis je vous dirais aussi que tous les autres faits saillants, c'est l'avancée. C'est quand moi j'ai commencé en maison d'hébergement, on reconnaissait beaucoup la violence physique. Donc, on voyait beaucoup de femmes qui étaient violentées physiquement. C'était le moment où elles se donnaient le droit de partir. Aujourd'hui, on voit des femmes beaucoup plus jeunes quitter un conjoint violent, quittent beaucoup plus tôt le conjoint qui est violent. Et on voit de la violence physique encore, malheureusement, mais un peu moins malgré tout, là. Donc, je vous dirais que c'est ça les faits saillants, puis qu'on ait des meilleurs services en externe, qu'on fasse beaucoup plus de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles. Ce sont des moments importants. Toute l'avancée sur le financement des maisons, on ne se le cachera pas. Dans les 2 dernières années, malheureusement, ça a pris 26 féminicides pour qu'il y ait des changements. Mais on parle du bracelet électronique qui n'est pas encore tout à fait en vigueur, mais qui devrait être là bientôt. On parle des tribunaux spécialisés. Donc, c'est toutes des choses... Oui, il y a de l'avancée, oui. Tu sais, je regarde, puis là, c'est un autre cas de l'actualité qui est arrivé récemment, dans le cas de la polyvalente Armarasco qui a été fermée pendant une journée, puis l'école primaire Henryville. Là. Oui, tout à fait. Parce qu'en même temps, je me dis, bon, une femme qui est hébergée, là, je comprends qu'elle est en sécurité chez vous, mais à un certain moment, il faut qu'elle sorte pour travailler ou aller à l'école. Ses enfants, bien, ils vont aller à l'école aussi. Donc, on peut pas leur... Ils n'ont pas un bouclier 24/7, là. Non. Non. Et c'est pour ça que quand ce genre de choses-là arrive, bien, nous, on met des scénarios de protection en place. Exact. Le plus possible. On comprendra que, malheureusement, on ne peut pas les mettre dans une bulle, puis on peut pas éviter tout malheur, là, mais... Bon. Souvent, quand on parle des maisons d'hébergement au Québec, surtout dans les dernières années, bien, on dit, bon, manque de financement, manque de financement, manque de financement. On a des demandes, on a malheureusement des listes d'attente. On trouve ça incroyable de dire qu'il y a des femmes qui sont obligées d'attendre parce que vous n'avez pas assez de place physiquement pour les accueillir. Est-ce que le financement a augmenté au fil des ans? Est-ce qu'il est correct aujourd'hui? Bien, il y a eu des avancées énormes au niveau du financement, bien entendu, parce que... la majorité des maisons d'hébergement n'arrivaient plus, là. Mais malgré les avancées, il reste encore du chemin à faire et qu'on comprend qu'on est dans un moment où il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis le recul, dans le fond, l'avancée qu'on avait fait au niveau du financement, puis au niveau des salaires, puis maintenir nos travailleuses, puis offrir plus de services, bien là, on est déjà en train de prendre un peu de recul parce qu'on perd des travailleuses qui vont aller travailler dans les endroits où elles sont mieux payées, où elles ont plus d'avantages sociaux. Là. Travailler en maison d'hébergement, ça demeure du communautaire, puis on sait que le communautaire, malheureusement, est moins reconnu. Vous êtes principalement financé par le Centre de services de santé? Oui, exactement. Le ministère Santé et Services sociaux. Bon. Exactement. Là, vous avez quand même quelques activités bénéfices ou principalement le tournoi de golf qui vous a rapporté combien de sous cette année? Oui, qui a rapporté vraiment beaucoup de sous. À la base, 18 500 $. Mais monsieur Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence, il dit « Ah, j'aime pas ça, les chiffres qui sont pas ronds. » Il a rajouté 500 pour faire 19 000. On faisait notre 5 à 7 ici au restaurant L'Imprévu. Et Isabelle a mis 1 000 $. Puis Sylvain, qui est le copropriétaire et aussi propriétaire des constructions, c'est le cas, a rajouté 1 000 $. Et à la fin de tout, Sandra, qui est la propriétaire de Gypsy Bohème, a rajouté des sous, ce qui nous a fait un montant de 22 222 $, parce que Sandra voulait qu'il y ait des 2 partout. Alors, on était vraiment contents. C'est un super gros montant. On était vraiment impressionnés, touchés
de ce montant-là. Puis on le dit souvent, hein, ici à Saint-Jean, on est vraiment comme... On se trouve privilégié parce que la violence conjugale, c'est pas quelque chose de sexy, là. Fait qu'on se trouve vraiment privilégié que les gens pensent à nous, là. Bon, puis c'est ça, dans ce tournoi de golf, vous êtes appuyé par vos amis de Royal Lepage Excellence, là, Oui. entre autres. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ce qui est particulier là-dedans, c'est que ce sont des hommes Oui, qui vous appuient. en majorité, oui. C'est drôle, hein? Mais Oui. c'est ça pareil. Puis je trouve que c'est Oui. un beau message à envoyer. Là, bon, avec les 40 ans, vient aussi donc un rafraîchissement de l'image corporative. Elle Bien ressemble sûr. à quoi aujourd'hui? Écoutez, on avait besoin de changer un peu. En fait, on sait, Ina, hein, c'est un papillon. C'est une déesse polynésienne, puis c'est un papillon. Donc, le papillon reste toujours, mais on a changé les couleurs. On est allé vers d'autres couleurs, plus lumineuses, plus agréables. Puis, on a aussi maintenant un site web. La maison Ina traînait un peu du pied. Fait que, alors, on a créé un site web où les femmes peuvent aller le consulter de façon sécuritaire, peuvent quitter de façon sécuritaire. Il n'y a rien qui va rester. Il n'y a pas de trace qui reste. Alors, si je suis obligée de quitter rapidement, je vais tomber sur une page Google. Puis, et voilà, ça vient de se terminer. Fait qu'on a fait en sorte que rapidement, les femmes sachent, Ina, on est dans quelle ville, c'est quoi le numéro de téléphone. Donc, si tu as besoin, appelle à ce numéro-là, puis nous, on va faire le reste avec toi par téléphone, là. Mais il y a quand même beaucoup d'informations sur les formes, le cycle de la violence. Donc, on essaie d'informer le plus possible les femmes, mais il y a le numéro de téléphone à plein d'endroits sur notre site. Bon, vous hébergez à peu près 100 femmes par année pour une durée de séjour moyenne de... Écoutez, c'est embêtant parce que ça dépend de chacune des femmes. Et je vous dirais qu'en moyenne, une femme va prendre entre 4, 5, 6 semaines à reprendre sa vie en main. C'est sûr que là, on a un défi parce que les logements à prix réguliers, modiques, abordables. Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que c'est un défi pour les femmes en ce moment. Nathalie Villeneuve, merci beaucoup. Donc, bon 40e à la maison Ina et longue vie. Merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient après ceci. L'automne, c'est le temps d'être à l'extérieur, de faire des belles photos. Rendez-vous au domaine Trinity à Iberville. Les œuvres du Symposium d'art du Haut-Richelieu 2022 sont exposées jusqu'au 23 octobre. Bel endroit donc pour prendre des photos, mais prendre des selfies également. Aller profiter du beau temps en famille et de voir des belles œuvres en plein air au domaine Trinity à Iberville. À demain. Bye bye.